C'est vrai, on dit l'Asie, c'est pas cher. On va trouver des villas de 40 000 m² pour 200 € à l'année, etc. C'est l'Asie, c'est pas cher. Bouffe, le scooter et aller l'opérateur, oui, à moins de 700 € par mois, tu peux vivre. Voilà, donc ça c'est 50. Déjà qu'à Bali, des fois, tu as l'impression d'être un peu en vacances. Là, c'est les vacances des vacances, on va dire. C'est la mer. Il me semble qu'il y a un sujet en fait qui est de vous accompagner, les amis, dans le web design, de vous faire monter en compétences. Salut, c'est Mike, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, petite interview avec quelqu'un que je ne vous présente plus parce que vous l'avez vu quand même pas mal de fois sur cette chaîne. Petite interview avec Andrea. Peux-tu te représenter mais succinctement puisque tu es quand même passé déjà 3 fois sur cette chaîne? Eh ben, en quelques mots, j'ai 24 ans. Ça fait quelques mois, 2 mois que je suis à Bali. Donc je suis passé de développeur freelance. Et puis voilà, je pense que c'est assez bien résumé. Bah écoute, très bon résumé. Alors, le but de cette vidéo, de cette interview, j'ai décidé de l'appeler interview no bullshit. Pourquoi no bullshit? C'est pas que sur cette chaîne il y a du bullshit ou quoi, mais l'idée c'est vraiment d'avoir le ressenti cru, clair, direct, on va dire, d'Andrea, puisque Andrea en fait, il a voulu être développeur. Il s'est formé, il a appris le code, il a appris React, JavaScript et plein de choses. Ensuite, il a décidé, donc il a trouvé un CDI, on pourra en reparler éventuellement. Ensuite, il a décidé de passer dans l'aventure, on va dire, du digital nomadisme, de voyager, etc. Et moi, ce que je veux, c'est qu'on gratte un peu ce sujet-là, qu'on voit vraiment ce qui t'a plu, ce qui t'a moins plu, c'est possible, hein, qu'il y ait des choses qui te plaisent plus ou moins. Et donc voilà. Alors, on va commencer par une première question. Comment s'est passée ton arrivée à Bali ? Bah, c'est assez déroutant pour la simple et bonne raison que la plupart du temps, les gens qui viennent ici, c'est soit en couple, soit avec des amis, ils ne sont jamais tout seuls. Là, je suis vraiment venu tout seul, donc que ce soit à l'arrivée, les premiers jours, etc. Je me suis vraiment fait mes marques tout seul. Mais en même temps, ça faisait tellement longtemps que je voulais venir ici, que je voulais en fait faire ce que je suis en train de faire actuellement, qu'il y avait quand même, forcément, je viens pas pour me faire du mal, donc ça me faisait plaisir. Mais c'est vrai que c'est un peu déroutant, c'est bizarre. En même temps, je suis là, j'ai enfin réussi à venir ici, à faire ce que je voulais faire. Et voilà, il faut prendre un petit peu ses marques, mais on les trouve quand même assez rapidement. Je veux dire, la vie, elle est quand même assez simple. J'ai l'impression que tout est simplifié par rapport à d'autres environnements. Donc. Très clair, très clair. Alors du coup, le voyage solo, c'est quand même quelque chose d'assez spécial. D'ailleurs, je recommande à toutes les personnes qui voilà, ont envie de se retrouver ou quoi. C'est toujours intéressant d'avoir. Il y a des personnes qui font jamais ça, tu vois, hein, des voyages solo, vraiment solo. Et je pense que c'est vraiment important d'être capable de se retrouver tout seul, de faire des choses par soi-même. Toi, tu l'avais prévu de faire ce voyage solo ou ça s'est fait un petit peu comme ça ou tu voulais vraiment Pourquoi un peu cette idée de partir Solo, la question, c'était pas forcément solo ou pas solo. C'était surtout de partir. Dans tous les cas, c'était partir. T'as pas attendu que, je sais pas, un groupe d'amis décide de venir avec toi. Toi, tu t'es dit, je pars. Non, après qui m'aime me suit, j'ai envie de dire. Mais il vaut mieux fonctionner comme ça parce qu'il y en a qui attendent trop, tu sais. C'est super compliqué parce que tu viens pas comme ça avec des amis. Il y a ceux qui sont en études, il y a ceux qui ont un job. Tu vas pas leur demander d'arrêter leur job, de tout quitter pour venir avec toi. Donc c'est quand même quelque chose d'assez délicat. Malgré tout, j'ai un bon ami avec qui je collabore sur pas mal de projets freelance qui me rejoint normalement en septembre, c'est quasiment sûr. Il attend les dernières petites confirmations. Okay. Donc on va pouvoir un peu profiter et kiffer ensemble. Mais ouais, non, c'était pas du tout. C'est plus le hasard. Enfin, le hasard, c'est. De toute façon, l'objectif, c'était de partir. C'était de voir un petit peu des horizons différents et voir un peu la vie, quoi. Ok, cool. Alors, avant de rentrer vraiment dans le vif du sujet sur Bali, petit rappel, tu es resté, donc tu t'es formé développeur front-end, React.
assez orienté design. Hein. Ouais, Design, ouais. c'est un truc que tu kiffes bien. Je sais pas si on peut partager, d'ailleurs, je partagerais bien un screen ou un petit, si tu peux me partager ça de ton portfolio. Avec plaisir. Et plutôt, on a fait une petite revue, Ouais, enfin, on a ouais. regardé ça l'autre fois et c'est quand même assez stylé. Donc je sais pas si au montage on a le temps de le faire, on partagera parce que c'est quand même sympa. Ce que tu fais, moi je trouve personnellement que c'est assez quali et ça peut inspirer certains développeurs. Bref, revenons à ma question qui était quoi déjà? Même moi je me perds dans les questions. Oui, je disais avant, avant de l'aventure Bali, donc tu es parti parce que oui, si on reprend, tu n'as pas fait directement une école liée au code, c'était un peu autre chose, c'était un peu une reconversion autodidacte, tu as suivi un peu des programmes, etc., React Mastery notamment. On a fait pas mal d'interviews, je les remettrai dans la description si vous voulez voir. Mais voilà, donc ça a commencé par ça. CDI ensuite? En fait, alors, c'est pas vraiment. Enfin, ça ressemble à une reconversion, mais pareil, je vais essayer de pas non plus, parce qu'on peut vite se perdre dans les explications. Mais je sors d'une école de commerce. On a monté un projet à 4 sur un projet web de SaaS. J'étais celui qui était le plus à l'aise avec le côté web, création de site web voilà. Mais j'avais pas vraiment de notion de code. Donc j'ai tout fait sur WordPress. Et à partir de là, moi j'ai vraiment pris goût à ce côté création de site web. Et j'ai décidé de vraiment me mettre au code. Donc c'était plus une suite logique qui ressemble à une reconversion parce que je sors d'école de commerce et au final j'aurais mieux fait de faire une école d'ingé. Mais c'est là où tu te rends compte que les écoles ça te sert forcément dans un domaine, mais ça ne te bride pas à faire d'autres choses. Tu peux malgré tout faire du code sans venir en fait d'une école d'ingé, à t'auto-former. Parce que peut-être le terme reconversion, tu n'as pas l'impression d'être reconverti puisque tu n'es jamais finalement rentré dans le monde du travail. Donc c'est vrai que le terme reconversion, c'est vrai que moi j'utilise ce terme pour toutes les personnes qui pivotent dans leur vie, y compris, c'est vrai que je mets aussi les étudiants qui pivotent vers autre chose, j'appelle ça une reconversion, mais effectivement, ce n'est pas une reconversion. C'est juste, tu as fait un certain type d'études et puis tu as enchaîné. Pareil, j'ai fait de la restauration, mais la restauration, c'était en fait un travail d'étudiant, quoi. Donc, c'était pas un travail. Voilà, donc on ne peut pas appeler ça. Alors, qu'est-ce qui était plus dur, la restauration ou le code? C'est deux choses complètement différentes. Je pense que dans la vie de tous les jours, on va pas se le cacher, le code, c'est quand même, ça te permet d'avoir quand même une qualité de vie supérieure à la restauration. La restauration, c'est tout comme le code, mais encore plus, je trouve, c'est un métier de passionné qui est très dur, mais qui est aussi très beau. Et il faut vraiment avoir envie. Et le problème, c'est que on voit pas forcément que des passionnés dans la restauration, et c'est compliqué de tenir parce que c'est beaucoup d'horaires, c'est beaucoup d'énergie. Donc on est quand même des privilégiés dans le domaine du code. Pour avoir vu les deux et fait les deux, on est quand même des privilégiés. Alors je rigole un peu parce que c'est vrai qu'on oublie notre chien que vous voyez souvent sur mes vidéos YouTube en arrière-plan, qui là a décidé de fixer du regard Andrea. Je sais pas, il attend un bonbon, un gâteau, quelque chose. Ça marchait pas avec toi, du coup il s'est dit voilà, il s'est dit bon voilà. Yes, donc ouais, tu disais quoi déjà? Le côté restauration, en fait, par rapport, je dis à la restauration, ça peut être d'autres métiers, mais tout ce qui est métier, on va dire vraiment un peu d'artisanat où il y a besoin d'être vraiment là, que ce soit pour les clients ou il faut vraiment, on va dire, enchaîner les heures et on va dire tu bouges toute la journée. Tu vois, c'est quand même usant au bout d'un moment, que ce soit pour le dos, les jambes. C'est quand même un certain métier, c'est quand même un métier, on va dire, courageux, mais des fois, tu n'as pas trop le choix parce que c'est des métiers accessibles à partir du moment où tu as la tête bien faite et des mains ou une main. De la restauration ou du code la restauration. Après, le code, ce qui est compliqué par rapport à la restauration, encore une fois, je prends la restauration, mais ça peut être d'autres métiers d'artisanat, c'est que tu peux rentrer dans la restauration sans forcément de diplôme. Tu peux, de toute façon, c'est un secteur qui est constamment en recherche de personnes. Mais le code, il faut quand même avoir une certaine base, prouver que tu es capable, parce que c'est quand même assez technique.
C'est pas quelque chose d'inné, voilà, faut apprendre. Il faut au moins prouver que tu es capable de rester derrière un ordinateur pendant un certain nombre de temps. Et il y a des gens, sérieusement, qui ne peuvent pas. Et pour qui, par exemple, la restauration, c'est… Moi, j'ai le cas d'un cousin qui est relativement à l'aise avec les ordinateurs, il n'y a pas de souci, il est capable. Mais l'idée de rester toute la journée devant, enfin, la plupart du temps devant un ordinateur, pour lui, c'est inconcevable. Il préfère des métiers de commerciaux où il est plus sur le terrain, où il y a des gens et ça c'est vrai, il faut en parler, hein, parce qu'on a tendance, on a dit interview no bullshit. Alors, pas de bullshit, les gens qui ne sont pas prêts à rester quand même 5, 6 heures, 8 heures parfois derrière un ordinateur, et ben effectivement, c'est peut-être pas le bon métier. D'ailleurs, ça me fait penser à autre chose. La restauration, c'est cool, le dev aussi. La grosse différence entre les deux, c'est que je vous pose une question, elle est peut-être un peu conne la question, un peu biaisée, mais est-ce que tu aurais pu partir à l'aventure de Bali en étant serveur, je veux dire? Tu vois où je veux en venir par rapport au code, quoi, tu vois. En fait, le problème, c'est que tu vas travailler. Ouais, bien sûr. En fait, je pense que tu n'auras pas du tout la même qualité de vie. Je ne connais pas le salaire exact ici à Bali. Et alors, je pense je te coupe. Avant même de parler de salaire, mais déjà oui, je pense que ce n'est pas les mêmes salaires. Déjà, ne serait-ce que pour pouvoir travailler, c'est une galère, c'est-à-dire travailler légalement. Ouais. Là où quand on travaille en ligne, on est dans cette zone, ce que j'appellerais une zone grise, qui est un peu, tu ne travailles pas sur le sol, tes clients ne sont pas en Indonésie, et donc toi, tu es digital nomade et tu peux travailler un peu en ligne, et en fait, ça passe. Là aussi, si tu voulais vraiment être dans la restauration à Bali, ce n'est pas impossible, mais tout de suite, tu rentres dans des démarches. Ici, par exemple, tu travailles pas, mais tu es avec un visa touriste ou quoi, il n'y a pas de problème. Si tu voulais vraiment travailler dans la restauration, il faudrait vraiment un permis de travail particulier qui est accessible uniquement si un patron te propose un truc. Donc voilà, c'est quand même d'autres types de contraintes. Et c'est juste pour dire que quand même le code, c'est quand même un métier. Effectivement, il faut rester assis 8 heures par jour devant un ordinateur, mais c'est un métier quand même qu'on peut faire un peu partout à travers le monde, c'est vrai. Puis ici, finalement, il y a des bureaux qui sont quand même assez sympathiques, hein. Il suffit d'aller dans un café, tu restes la journée ou dans des espaces de coworking et tu as quand même accès à des espaces qui sont agréables. Tu peux vraiment y rester la journée, que tu manges bien, tu as ton petit cappuccino. Parlons de ça justement. Comment ça se passe concrètement? Donc, tu es arrivé à Bali, là ça fait bientôt 2 mois. Concrètement, donc, tu travailles dans des cafés, coworking, c'est quoi tes endroits préférés? C'est plutôt des cafés apparemment? Ouais, je voulais m'inscrire dans un espace de coworking et je ne l'ai pas fait. Donc je le ferai peut-être courant septembre, je vais voir. La plupart des gens vont peut-être te demander, mais pourquoi? Au final, alors déjà ça coûte très cher, je trouve. Et en fait, il y a des choses comme ça à Bali, mais on va y revenir après, où les prix sont… il y a des choses qui sont pas chères et des choses qui sont très chères par rapport à la France. Mais parlons de la gym, par exemple. Parlons de la gym. Mais pour terminer sur vraiment ce côté coworking, en fait, les cafés ici sont vraiment habitués, en tout cas sur Canggu, à avoir des digital nomades. Et dans quasiment tous les cafés ou dans une grande partie des cafés, tu as des endroits où tu as une prise limite par siège. Au début, je demandais un petit peu tout le temps, est-ce que je peux venir travailler? Donc en gros, rester plusieurs heures. Oh oui, pas de souci, donc zéro problème, et ils sont vraiment habitués à ça. Ici, c'est assez ouvert, sauf ceux qui le notent explicitement. Il y en a quelques-uns qui se disent ça nous prend des places pour rien. Ils sont relativement rares, il n'y en a pas tant que ça. J'en ai pas vu. Mais ça existe, mais dans la majorité des cafés, tu as des prises, tu as du Wi-Fi, tu demandes le Wi-Fi, c'est gratuit, tu peux te poser. Voilà. Donc, tu travailles principalement. Alors, est-ce que comment tu t'es pas dérangé, le bruit, tout ça, comment ça marche? Alors, tu parles dans les cafés? Ouais, en règle générale, de travailler en fait un peu dans les cafés partout. Non, au niveau du bruit, ça va. Après, j'ai un casque audio qui me coupe vraiment des bruits. Alors, sauf si vraiment il y a quelqu'un qui est en train de gueuler dans un micro juste à côté de moi. Tu sais que ça arrive, hein, parfois, tu en as qui font des calls, des zooms, machin, tu les entends. Yeah, man, non, moi, j'en ai un qui le fait dans mon logement le matin à 9h. Il fait son call. Mais il parle vraiment. Non, il ne fait pas son call, il se filme. Enfin, il n'y a pas de problème avec ça, mais vraiment, il en a l'impression qu'il
Et plus il parle fort, mieux c'est. Ouais, il a une voix qui porte comme ça. Mais bon, c'est aussi, c'est pas très grave, hein. Il y a pire. Mais non, après au niveau du bruit dans les cafés, les gens ils sont quand même assez respectueux. Moi je dirais que les cafés, personnellement, les cafés qui me posent le plus de problèmes, en tout cas, c'est pas les cafés, c'est pas les gens en fait, c'est plutôt les cafés qui sont en bord de rue. Je sais pas si tu en fais souvent, mais typiquement quand tu as les motos qui passent toute la journée, ceux-là, moi j'évite. Je préfère personnellement des cafés qui sont plutôt fermés. Pourquoi? Parce que tu as la clim déjà et ça t'isole aussi des motos. Il faut savoir qu'à Bali, on va en reparler aussi peut-être du trafic de motos et c'est quand même quelque chose. Interview no bullshit, on a dit. Donc, c'est pas tout rose. Hein. Bali, vous voyez sur Instagram, tout est rose, tout est beau, voilà. Donc, il y a ce problème de circulation. Donc, effectivement, quand on est dans des cafés, qu'on travaille, eh bien, les motos, c'est un environnement, enfin la circulation en règle générale, c'est un environnement assez bruyant. Donc, ok. Donc, tu confirmes sur ça. Bon, mais ça va globalement dans les grandes lignes. Non, en vrai, ça va. Surtout que tu as des cafés, comme tu dis, on peut se mettre dans des endroits clos. Souvent, ils sont quand même assez grands, donc tu peux te mettre à la limite au fond du café, qui est relativement éloigné vraiment de la route. Après, oui, hein, tu as le bruit du trafic, mais comme j'ai dit, hein, tu as un casque audio, des AirPods ou que sais-je. Ça te coupe vraiment du monde et il faut vraiment y aller fort pour déranger. Ouais, pour déranger au niveau du. Et en termes de, c'est une question un peu à la con, une question un peu technique, mais en termes de mobilier, toi, c'est pas quelque chose qui te dérange? Moi, je pose cette question parce que les développeurs, on reste quand même assis longtemps. Moi, personnellement, ça m'est arrivé souvent. Je travaille beaucoup moins dehors parce qu'en fait, en termes de dos, tu vois, même là, je suis pas bien droit, tu vois, mais quand tu passes toute la journée, il suffit que tu sois un peu trop en avant ou que tu n'aies pas le coussin. Toi encore ça va, t'es jeune, mais tu peux vite te niquer le dos. Toi, t'as pas trop. Il y a des cafés où je me suis retrouvé dans des sièges super bas avec la table super haute, donc à travailler comme ça. Et puis bon, au bout d'une demi-heure, tu changes de place. Je pense que c'est des choses qui savent un petit peu. On a déjà dû leur dire. Tu as des cafés qui sont pas trop adaptés pour, mais il y en a quand même. Ils sont beaux. Joli design, mais par contre, des chaises, ou alors ceux qui ont le dos tu sais, qui est un peu en arrière. Par contre, c'est comme ça, qu'il n'y a personne à côté, moi je prends l'autre coussin, puis je le mets. Moi, c'est ce que je fais. Ça passe. Moi, dès que j'arrive, je prends toujours un coussin supplémentaire. Ok. Bon, coussin transportable dans le sac à dos, élément indispensable du digital. T'as eu à faire des calls ou des choses comme ça dans des cafés? Non, pas peut-être. Ouais, si, ça va. Et comment t'es pas trop gêné? Ça va, tu parles doucement? Faut que j'investisse dans un petit casque Jabra ou je sais pas, mais parce que les AirPods ça suffit pas. On m'entend. Il y a des fois on m'entend difficilement. Après, moi j'ai du mal avec les. En fait, les casques qui isolent c'est bien avec réduction de bruit, c'est vraiment cool. Mais le problème c'est faire un call avec, moi j'ai du mal. C'est-à-dire que tu es tellement isolé que tu ne sais pas si tu parles fort ou pas fort ou s'ils t'entendent. Et il y a un petit côté un peu bizarre. Mais bon, après. Puis après, comme tu as un peu de bruit environnant et que je trouve que globalement, les casques audio ou les écouteurs, dès que tu as un petit peu de bruit autour, c'est compliqué de se faire entendre. Donc, et puis si jamais tu vas dans un endroit un petit peu calme, parce que justement tu vas être calme pour pas avoir de bruit, en fait tu vas déranger les autres. Donc c'est là où les espaces de coworking, si vraiment il y a beaucoup de calls, peuvent être intéressants parce que tu peux avoir des pièces que tu peux privatiser où c'est fait pour faire du bruit. Et voilà. Donc, mais après je pense qu'il suffit d'avoir un petit micro, casse micro et puis je pense que ça règle le problème parce que je n'ai pas ce qu'il faudrait que je prenne. Mais... Ok. Alors c'est dommage que tu n'aies pas eu l'expérience, que tu n'aies pas vécu l'expérience coworking. Moi je peux en parler un petit peu rapidement, mais c'est mon avis personnel et je pense que tu devrais tester. C'est que je ne suis pas hyper fan des coworking en général, même s'il faut avouer, tu as quand même du confort dans le sens où tu as généralement une bonne chaise, ils investissent dans des chaises relativement adaptées. Souvent tu as la clim, souvent tu as un Wi-Fi, etc. Pour certains, tu peux payer une option en plus pour avoir un écran privé, c'est-à-dire tu branches ton ordi puis tu as un plus grand écran et tu peux bosser. Le problème de ça, c'est qu'on se retrouve un peu dans un… En fait, on reproduit l'ambiance de bureau à Paris et à La Défense, mais à l'autre bout à Bali. Ça veut dire que tu as vraiment cette ambiance de… Tu vois, tu as des tables comme ça,
as des gens, ils sont 4 par table, personne. Alors par contre, c'est vrai que pour le coup, c'est pas bruyant. C'est que les gens sont gardent le calme, c'est relativement. Mais tu as ce côté, la pause à 10h30, tu vas fumer ta clope, il y a la machine à café, la photocopieuse et tu reproduis un peu une espèce de trip que je suis pas, je suis pas hyper fan, donc je vais pas trop moi à titre personnel dans les coworking pour ça, sauf quand on a besoin, quand j'avais ouvert le bootcamp à Bali il y a 3-4 ans maintenant, voilà, tu te retrouves avec l'équipe, donc forcément c'est quand même pas mal. Mais par contre après, je peux comprendre pour des gens qui ont absolument pas d'espace chez eux et qui auraient vraiment besoin d'avoir un vrai espace professionnel. Parfois, tu n'as pas le choix et donc après… Je pense qu'il y a plusieurs avantages et plusieurs inconvénients. Je ne l'ai pas vécu, donc je ne peux pas confirmer la chose. Du peu que j'ai entendu, c'est que tu as quand même, quand tu arrives comme ça dans un environnement que tu ne connais pas, tu ne connais personne, pour le réseau, de ce que j'ai entendu, c'est quand même assez intéressant. Encore une fois, je ne peux pas confirmer, c'est que des choses que j'ai entendues. Pour le réseau, pour l'environnement de travail, si par exemple tu viens juste de débarquer, comme j'ai fait moi au début, et que tu n'as pas vraiment d'environnement de travail, ça peut te mettre directement dans le bain, te remettre un petit peu une rigueur. Voilà, le fait d'avoir. Puis il y en a qui n'arrivent pas à bosser chez eux ou dans un environnement qui n'est pas adapté au travail. Et donc je pense que ça dépend vraiment un petit peu de l'état d'esprit de chaque personne. Moi par exemple, alors je sais pas pourquoi j'arrive à Lyon à travailler de chez moi. Là j'ai plus de mal. Et ça, c'est quoi ton environnement? Enfin, t'as quand même un bureau, Bon, après, c'est pas non plus… Oui, c'est un petit bureau sur lequel j'ai à peine la place de mettre ma souris et mon ordinateur. Mais je fais 2 minutes de scooter. Je suis dans un endroit qui est beaucoup plus lumineux, qui est… C'est un peu déprimé hein, parfois quand tu te retrouves dans certaines chambres qui ne sont pas bien éclairées, tu es tout seul chez toi. Puis tu es à Bali, tu as envie de voir la vie, tu as envie de voir un petit peu je sais pas, la vie. Ouais, c'est ça, les gens. Moi, j'aime bien être vraiment dans la vie. Je sais qu'il y en a qui adorent être vraiment coupés du monde, être dans leur coin. Moi, j'aime… Tu arrives à rester focus? Tu n'es pas trop dérangé par le bordel autour et tout? Tu arrives à travailler sur des gros projets en profondeur Je suis même moins focus quand je suis chez moi, que je suis tout seul, que quand je suis à l'extérieur. Parce que tu as plus la tentation d'aller scroller, d'aller glander. Ouais, c'est ça. Puis des fois, tu as le lit à côté, tu dis bon, tiens, je vais me mettre allongé sur le lit avec l'ordinateur. Et puis tu t'endors à moitié sur ton truc. Oh, merde, il est midi déjà, j'ai rien foutu de la matinée. Non, puis quand tu es dans un café, alors, moi je sais que je suis là pour travailler. Et du coup, mon cerveau, il est turn et switch. Et ça, c'est vrai que c'est un truc qu'on dit beaucoup. C'est vraiment important d'avoir des pièces pour le repos, pour la vie commune, et vraiment une pièce qui est dédiée. Et tu sais que ton cerveau, il va switcher en mode travail. Par exemple, mon bureau, il est dans cette chambre là-bas que je ne sais pas si on voit dans la caméra, peut-être derrière, là au fond. Alors, il y a un écran où je peux jouer de temps en temps et tout, mais en fait j'évite. C'est-à-dire que si je veux jouer ou regarder un film et tout, je fais tout ici. Et je sais que quand je rentre dans la pièce là-bas de mon bureau, je sais que je switch un peu en mode travail parce que sinon tu peux vite être perturbé. Parlons un petit peu des logements à Bali. Alors, est-ce que c'est vrai, on dit l'Asie, c'est pas cher, on va trouver des villas de 40 000 mètres carrés pour 200 € à l'année, etc. C'est l'Asie, c'est pas cher. Bon, concrètement, ton retour d'expérience, qu'est-ce que tu as pris, combien ça a coûté, où tu étais situé, est-ce que c'était bien, etc. etc. Alors, j'ai fait 2 logements différents sur les 2 mois, donc un mois. Premier mois, je l'ai pris directement sur Airbnb. Voilà, je voulais vraiment arriver, pas m'embêter, commencer à faire des visites dès la première semaine. Voilà, je voulais vraiment avoir le mois le plus facile possible. Et je pense que c'est une bonne chose d'arriver avec un truc, ça permet de sécuriser. Après, peut-être un mois, il y a un moment, je me suis dit, est-ce que j'ai bien fait de prendre un mois? Puis en vrai, c'est passé tellement vite. Puis tu as eu un meilleur prix peut-être au mois, c'est pour ça. Alors, le prix, je le trouvais un peu cher, mais pas non plus, ça restait OK. Combien si c'est pas indiscret? Le premier mois, j'étais pas trop mal placé dans Canggu. C'était aux alentours de 650 € pour le mois, ce qui reste quand même cher pour Bali. Alors, 650 €, qu'est-ce que tu as pour 650 €? Piscine partagée. Je crois qu'il y avait 12 chambres. Donc, c'est ce qu'on appelle une guest house, quoi. C'est-à-dire que c'est un
un complexe de plusieurs chambres avec, tu as pas des colocs, mais des gens, et puis une piscine partagée, et puis c'est une chambre 4, avec… 4, 8, ouais, il y avait 16, Ah, 16, ah ouais, c'est 16, costaud, ouais. 16 guest house, 16 chambres dans la guest house, donc piscine partagée. Tu avais l'eau gratuite, parce que l'eau elle n'est pas potable au robinet. Donc au début, j'avais pas fait gaffe à ça. Donc j'avais des cadavres, des montagnes de cadavres de bouteilles d'eau dans ma chambre qui s'accumulaient. Ça s'accumule vite. Ça, la chambre, le petit bureau dans la chambre. En fait, c'est un studio quoi. Et une petite salle de bain. Voilà. Donc, Ok, bah, c'est cool. quand même un petit espace privé. privé. Ça doit faire quoi, entre 15 et 20 mètres carrés dans ces eaux-là à peu près, Ouais. une petite, Ouais, c'est espace, quelque chose comme ça. ok. Ouais. Ok. Et donc pour 600, alors ouais, c'est vrai que ça peut paraître un peu cher. Après, moi j'ai vu où tu étais, c'est vraiment, pour les personnes qui connaissent Canggu, c'est vraiment le centre, tu es sur Batu Bolong, à quoi, même pas 10 minutes, 5-10 minutes, 6 minutes de la mer. Quoi. Ouais, donc, c'est ça. Ça reste, voilà, À ça pied. reste pas loin, donc hyper bien situé, pardon. Donc d'où les prix. Après, tu peux trouver un petit peu moins cher. Du coup, le deuxième mois, pour un endroit qui était… Là, je suis dans un endroit plus calme, un petit peu plus loin de la mer, mais au final, moi, j'y vais pas tant que ça à la mer. Mais vraiment beaucoup plus calme au niveau que ce soit du trafic ou des travaux. Pas comme ici, là, en ce moment. Là. Je ne sais pas si vous entendez dans la vidéo, mais on est dimanche. Normalement, ils ne font pas trop de travaux. Ils ont décidé de nous faire des travaux. De toute façon, j'ai l'impression que c'est vraiment un endroit, une ville qui Après Bali, ça se développe dort jamais. Hein. Il y a des travaux de partout. Et pourtant, là, on est beaucoup plus haut. Tu es quand même beaucoup plus calme, plus résidentiel. On devrait avoir un peu moins de travaux. Et pourtant, regarde, ça construit de partout. Donc, donc tu as changé. Après, ensuite, tu es parti. Et du coup, deuxième mois, quasiment 2 fois moins cher. 2 fois moins cher. Ouais, je suis passé de 10 ou 11 millions à 5,5 millions. Donc, ça doit faire 320 €, 350 €, quelque chose comme ça. Donc, ouais, quand même, ça change quand même pas mal. Et du coup, t'étais pour quasiment la même chose. Ouais. Et tu étais un petit peu plus à Berawa, c'est ça de l'autre côté? Ouais, ça, je suis un petit peu plus loin vraiment du centre de Canggu, mais pour le peu que ça change, et limite je préfère dans le sens où c'est plus calme, parce que des fois je le dis, alors c'est pas pour être méchant, mais des fois je trouve que c'est un peu Kekeland, c'est-à-dire les scooters. Et même des petits trucs de 50 cm3, ils ont les pots complètement ouverts. Et ça veut dire jusqu'à 3 h du matin, dans l'ancien logement, tu entendais les mecs passer à fond. C'est vrai que alors ça, on ne sait pas à quoi ça sert. C'est-à-dire que parfois, tu as des scoopies, là, vraiment les 50 cm, ces trucs, c'est fait vraiment… Voilà. Ils te mettent un pot, ça te fait un bruit, on ne sait pas pourquoi, c'est pas interdit. Avec des petits néons. Avec des néons et tout. Voilà, c'est vrai. Et c'est surtout des indos. Hein. En plus, c'est pas que des expats, c'est d'indos. C'est leur kiff ici. Donc voilà, c'est vrai que c'est un peu… Non, mais tu as souvent quand même les… Et puis après, tu as quand même pas mal si on parle un peu de Kekeland, tu as quand même pas mal d'expats pour le coup qui aiment bien quand même prendre les grosses motos un peu plus costauds. Et là, c'est aussi des motos qui font du bruit. Là, c'est des motos custom. Après, tu peux te faire plaisir sur des belles motos. Je sais qu'il y a des garages custom. J'avais vu, il y a vraiment des belles motos qui doivent faire du bruit. Après, ça reste ok. Mais ce qui est chiant, c'est quand c'est à 3 h du matin, quand tu es dans un restaurant et que les mecs ils savent qu'il y a du monde à cet endroit-là et ils accélèrent à fond. Personne n'aime ça. Ça embête tout le monde. Voilà, bon, c'est des trucs… Tiens, justement, parlons un peu. Donc, on a parlé un peu du logement. Donc là, tu as changé un petit peu, tu as baissé un peu tout ça. Donc, finalement, on peut trouver donc, au moins à 350 € guest house en saison. On est quand même en saison haute, hein, finalement, parce qu'on est au mois de juillet. Donc, et tu es quand même bien situé aussi. Tu es toujours bien situé. Donc, voilà, on peut toujours trouver des logements dans ces prix-là, en cherchant un petit peu. Donc, ça, c'est cool. Ensuite, parlons un peu justement du problème de Bali, qui est le bruit des travaux comme vous l'entendez actuellement derrière et aussi peut-être la circulation. Ça, c'était un peu un de tes points noirs. On va parler de ça un peu. Après, je pense que là où je suis un mauvais exemple, c'est que je suis sur Canggu même. Donc c'est normal. On va dire, je me suis un peu jeté dans la gueule du loup quelque part. Où je suis sur Canggu, donc faut pas s'attendre à ce qu'il y ait personne sur la route. C'est vrai que les gens veulent venir à Canggu parce que Canggu c'est un peu tendance. Voilà, il y a beaucoup de bars, de restaurants, des bons cafés, des boîtes de nuit, tout ça. C'est vraiment
un endroit super intéressant. Mais les gens veulent Canggu avec des rizières au calme. Mais sauf que Canggu avec des rizières au calme, c'était il y a 5 ans. Maintenant, ça n'existe plus. Le beurre, l'argent du beurre. Voilà, donc ça, c'est vrai que c'est. Et quand on parle de trafic, c'est. En fait, moi, ça m'a un peu choqué. Chaotique. Parce qu'on a cette vision que, par exemple, New York, Paris, c'est des villes avec du trafic et tout, machin. Et en fait, en vivant à Canggu, je crois que c'était en octobre ou novembre l'année dernière, je me suis retrouvé à New York, qui est une ville. Je l'ai trouvé, mais je me dis, mais il n'y a pas tant de circulation que ça, quoi. En fait, tellement tu es habitué à être dans une circulation dense, compacte, moto sur moto, c'est pas au niveau du Vietnam, mais pas loin, et avec des routes en plus qui ont été, qui sont pas dimensionnées, qui sont complètement toutes petites. Et donc, moi, ça me gêne plus parce que j'ai pris l'habitude. Ouais. Mais pour les personnes qui, alors je pense que pour les personnes qui n'aiment pas trop la circulation, c'est un problème. Et le pire, je pense que c'est pour les personnes qui auraient peur de la moto, qui devraient se déplacer qu'avec des Gojek, c'est-à-dire le système de taxi-moto. Bah, t'as pas quand même la même expérience, quoi. Parce que tu es obligé de tout faire en Gojek, c'est un peu bordélique. Toi, tu prends une moto, quoi. Ouais, moi j'ai un petit scooter, donc ça me change de la moto que j'avais à Lyon. Et ouais, du coup, un petit scooter, mais ça fait largement le taf. C'est compliqué d'être à Bali, de ne pas avoir de scooter, de tout faire à pied. Déjà, même si je m'attends à pire, mais il fait quand même chaud. Et là, tu arrives au bon moment, hein, parce que ouais. la saison en ce moment, là, on est la saison où les températures, effectivement. Je suis limite surpris, je m'attendais à beaucoup plus chaud. Bah parfois, même le soir, je ne sais pas si tu as vu, il fait limite froid en moto. Hein. Ouais, C'est-à-dire en journée, il doit faire 25, 26, 27, peut-être quand ça monte un peu. Et le soir, ça descend à 22, 23 en ce moment. Ouais, non, en moto, avec un petit vent, pas de veste. Quelques fois, je me suis retrouvé sur le scooter à me dire tiens, un petit pull serait pas trop la journée, non, hein, bien sûr, mais ouais, le soir, ouais, des fois. Ouais, je trouve que ça fait du bien. Hein. Perso, moi, j'adore cette période, la période où tu peux limite mettre un petit gilet ou un pantalon et pas rester tout le temps en tongs et en short comme tu es toute l'année à Bali. Yes, donc du coup, petite moto. Si on devait reprendre un peu, se donner une idée d'un budget, on va dire moto, la bouffe, parce qu'en fait, est-ce que tu fais à manger? Tiens, c'est une bonne question. Évidemment non, à Bali, personne ne fait jamais à manger, enfin, sauf ceux qui peut-être voudraient manger. Je peux te faire un petit peu la liste. Allez. Déjà, niveau bouffe à Bali, je vais donner le budget minimum à chaque fois, même si on peut largement vivre pour beaucoup plus cher. Le minimum que tu peux avoir en vivant correctement. Au niveau de la bouffe, par repas, tu peux t'en sortir pour les gros mangeurs comme moi, aller pour 50 000, ce qui correspond à quoi? À 3,50 €, quelque chose comme ça. Ouais, alors là, tu parles des warung. Les warung. Et même des fois, franchement, tu manges super bien. J'ai jamais été malade depuis que je suis arrivé ici. T'as du bois. Je touche du bois, mais après, je prends mes précautions aussi. Je me brosse les dents avec de l'eau claire, enfin bref. Et donc ça fait du 7 € par jour à peu près de bouffe. Au niveau du logement, tu peux t'en sortir pour aller 350 € avec un petit studio, pas trop mal placé, ton espace, ta salle de bain et tes toilettes. Le scooter, c'est du 70 € par mois. J'ai du mal à trouver moins cher, 60-70 € par mois. Moins cher, ça va être compliqué de trouver, enfin en tout cas, je n'ai pas trouvé. Donc à peu près du 1 million. Bouffe, scooter, après l'essence ça vaut pas grand chose, je sais pas ce que ça vaut mais ça consomme tellement peu que j'ai fait le plein 2 fois dans le mois donc. Internet peut-être, la puce, là les cartes SIM. La puce c'est moi je crois que je la paye un peu cher mais j'ai pas pris Telkomsel, je crois qu'il faut prendre Telkomsel. Je suis à 15 € par mois. 15 € par mois quand même. Ouais. Parce que pour les personnes qui viennent à Bali, prenez donc, je t'avais recommandé les puces Telkomsel, c'est la marque nationale. Et en gros, pour 100 000, donc 6 € à peu près, 6,50 €, vous avez quoi? Vous avez une cinquantaine de gigas ou 80 gigas, enfin c'est vraiment… Ouais. Tu ne l'utilises pas dans le mois, quoi. Tu recharges Déjà, une fois par mois pour 5-6 €. Je crois que j'ai 15 gigas et tu les dépenses pas. Et sur le mois, j'ai reçu un message, je suis à la moitié.
Donc, il y a tellement de Wi-Fi en fait de partout. Beaucoup de Wi-Fi. Ils viennent d'installer la 5G, là j'ai vu il n'y a pas longtemps dans le centre de Canggu. Bon, après voilà. Ok. Donc du coup, ça fait un budget. Tu l'as traduit en euros ce budget ou pas encore? Si je cumule le tout, après j'ai quand même un peu profité sur le mois, donc du jeu aussi, quand tu es à Bali, c'est quand même c'est quand même de voir aussi le côté sympa. Mais après, si tu viens en mode je vais à Bali, j'ai pas trop de budget, tu peux t'en sortir, 350. Le scooter pour moi c'est quand même indispensable, donc allez, 70 par mois, 420, 7 euros par jour, x 10, 70, x 3, 210 euros par mois. Faut souvent aussi pas oublier les petites boissons en plus. Les boissons, ça peut vite mais après monter. si vraiment on est en mode… T'es vraiment en mode survie, quoi. Ouais, d'accord. En mode nazi goreng tous les jours. Et il y a la salle de sport aussi. Alors tiens, sans salle de sport, juste le logement, la bouffe, le scooter et aller l'opérateur, oui, à moins de 700 euros par mois, tu peux vivre. Voilà, donc ça c'est 50% du budget. Et les 50% autres, c'est la salle de gym qui coûte 700 euros par mois. Non, allez, parle-nous un peu des salles de gym à Bali qui sont, on ne sait pas pourquoi, hyper chères. Et pourtant, il y en a pas mal. Hein. Il y en a beaucoup. C'est impressionnant. Ça fait partie des choses. Je ne comprends pas que tu puisses manger pour 3,50 €, mais vraiment avoir des portions de goinfre. Et derrière, avoir une salle de sport. Les salles de sport en France, à 50 €, tu commences à avoir des trucs plutôt pas mal. Celle où j'étais, elle était à, je crois, une trentaine d'euros par mois. C'était très correct. Là, à 45 € par mois, tu es sur du bas de gamme. J'en ai vu une à côté de mon ancien logement, je ne vais pas dire de bêtises. Je sais pas, Body Factory, je sais pas si elle était pas… C'est la gym la plus chère. 150 ou 180 € par mois. Elle est à 3 000, je crois que ça démarre à 2,8 millions, 3 millions. C'est ça. Ce qui fait pas loin des 200 balles par mois et c'est un peu abusé. Après, c'est la gym où tout le monde veut aller. Tu en as une autre qui s'appelle Wrong Gym aussi, la Pereira. Tu as vu, elle est pareil, elle est aussi chère. Et après, tu peux démarrer à 700 000, on avait vu une à 700. Moi, j'avais pris le premier mois parce qu'elle était à côté, pas loin de mon logement, du premier logement à 750 par mois. Donc, ça revient à du 45 €, je crois. Et là, celle que j'ai actuellement, qui est vraiment à 2 minutes de chez moi, elle est à 90 € par mois. 80 € par mois, un truc comme ça. Pour quelque chose… T'as la clim? Correct. Ouais, il y a la clim. Elle est correcte, mais je sais pas. La gym de luxe avec sauna. Non, je crois même pas qu'il y ait ça. Où il m'avait dit, tu payes 200 000 en plus et t'as accès sauna, cours de boxe, machin. Je sais que c'est le genre de choses que je vais jamais utiliser, donc. À mon avis, Bali, pourquoi les salles de gym sont chères? Parce qu'il y a quand même du manger à Canggu. Les gens sont plutôt quand même dans une attitude assez healthy, tu vois. Donc les gens font du sport, les gens mangent bien, les gens mangent. Bien sûr, tu peux trouver des burgers, des trucs comme ça, mais globalement, la bouffe healthy, elle est assez répandue et le mode de vie manger sain et faire du sport, c'est assez répandu. Tiens, en termes de bouffe, ça t'a plu Bali? Je suis surpris dans le sens où tu manges très bien, et puis dès que tu vas sur d'autres cuisines du monde, que ce soit du français, de l'italien, même du grec qu'on a pu tester ensemble. Je trouve que c'est plutôt bien fait. Je pense que comme il y a beaucoup d'expats, il y a beaucoup de gens qui viennent avec leur cuisine de chez eux et c'est pas des Indonésiens qui font de la cuisine d'un autre pays, c'est vraiment les gens qui viennent de leur pays venir faire leur cuisine. Du coup, je trouve qu'en général, c'est assez qualitatif. Je me suis déjà retrouvé à manger des choses pas forcément super bonnes, mais globalement, je trouve qu'on mange quand même très bien. Et même quand on va sur des cuisines non balinaises, oui, c'est plus cher, mais ça reste quand même très correct. Je sais pas, tu te retrouves dès que tu dépasses, c'est rare que je dépasse vraiment les 350 sur un repas, donc du 20 € sur un gros repas. À me faire plaisir sur des cuisines autres que l'indonésienne. Donc non, tu manges bien, en bonne quantité, tu as du choix et ça restera quand même toujours moins cher qu'en France, même si des fois, alors j'ai pas fait vraiment les restaurants haut de gamme et tout, mais tu t'en sors quand même toujours pour moins cher qu'en France. Ouais.
en moyenne, ça restera toujours moins cher qu'en France, même si T'en approcher. même si depuis 3-4 ans, même pas 2-3 ans, là, sortie de Covid, il y a eu une arrivée quand même de pas mal de monde, il y a eu pas mal de Russes aussi qui sont arrivés, et il y a eu une espèce de montée en gamme des restaurants et aussi une montée en gamme des prix. Et après, tu dirais que tu peux taper des restos où c'est parfois plus cher qu'en France, mais c'est voilà, certains types de restaurants. Mais en moyenne, ce qui est bien, c'est que tu trouves de tout à des prix abordables et c'est quand même un plaisir, la bouffe à Bali. Pour comparer un petit peu avec la Thaïlande, un pays que j'adore la bouffe locale thaïlandaise est carrément mieux que la bouffe indonésienne, ça y est, moi je préfère, il n'y a pas de souci, tu vois, elle est bob. Mais sur la bouffe un peu plus internationale, en fait, souvent, moi, l'expérience que j'ai eue, c'est que c'est pas ouf en fait, comparé à Bali, tu vois, où par exemple tu vas manger un italien, machin, tu sais, tu vas manger un italien en Thaïlande dans un endroit, ça va être un Thaï qui va te mettre tu vois, une bolognaise avec une sauce, je sais pas, il n'y a pas ce… Je connais pas les modalités et tout, mais est-ce que c'est pas parce que c'est peut-être plus simple de venir ouvrir un commerce en tant qu'expat ici? Ça, je ne saurais pas dire, je ne saurais pas l'expliquer, mais… Je sais pas. En tout cas, moi, c'est un constat. Alors, ça va peut-être changer. Ça dépend des endroits. Si tu vas à Koh Samui en Thaïlande ou des endroits où il y a beaucoup d'expats, oui. Mais voilà, ça dépend. Parlons d'autre chose. Alors, c'est vrai que Bali, Canggu, tout ça, c'est trafic, machin, c'est full. Bali, ça reste quand même une île qui est quand même connue pour son côté aussi nature, plage, etc. Alors, je ne sais plus trop ce qu'on a à Canggu, mais est-ce que tu as pu un peu découvrir des îles aux alentours ou des coins assez sympas qui changent de Canggu, quoi. Parce que Canggu, je rappelle, Canggu n'est pas Bali. Canggu, c'est vraiment un coin d'expatriés, digital nomades, mais c'est pas du tout Bali. Non, ouais, non, pas du tout. J'ai fait… En vrai, j'ai un peu profité sur place à Canggu. J'ai pas beaucoup bougé. La seule, on va dire, grosse sortie que j'ai faite, c'est à Nusa Lembongan. Il y a aussi Gili, les îles Gili qui sont super sympas. Je les ai pas faites. Après, j'étais déjà venu il y a 5 ans. J'avais fait vraiment Nusa Penida, les îles Gili. Et c'est déjà pas mal. Mais en fait, ce qui est incroyable aussi avec Canggu, c'est que tu n'es pas très loin. Tu es à 3 quarts d'heure, 1 heure du port là, pour aller prendre des bateaux pour aller sur les îles. Tu as 1 heure de bateau pour aller, 3 quarts d'heure, 1 heure pour aller sur par exemple les îles Nusa. Et là, tu as l'impression d'être… déjà qu'à Bali, des fois, tu as l'impression d'être un peu en vacances. Mais là, c'est les vacances des vacances, on va dire. C'est la mer bleue, ouais, les bateaux, vraiment beau. La vie des îles. Tu es sur une île, tu prends un petit bungalow ou un truc comme ça. Donc, tu es allé à Penida. Et ça reste pas hors de prix. Alors, j'ai fait Nusa Lembongan. Alors, il faudrait que je refasse Nusa Penida maintenant parce que je ne sais pas du tout comment ça a évolué. Et c'est quand même l'île qui est plus cotée, enfin une des îles les plus cotées. Alors sache que c'est moins cher Nusa Penida que Lembongan. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que, alors moi, j'ai une vision immobilier du truc. Et par exemple, tous les terrains en règle générale, tout est plus cher à Lembongan parce que c'est un peu le point d'entrée des îles de là-bas. Et par exemple, toute la côte là où tu as du huette et puis les trucs sur les hauteurs, c'est hors de prix, on va dire maintenant. Et parce qu'en fait, c'est une petite île comparée à Penida. Je sais pas si tu as vu Penida, c'est 10 fois plus gros. C'est 10 fois plus gros et puis il y a des espaces vides, il y a des espaces où il n'y a rien. Donc du coup, le prix de l'immobilier, c'est pas pareil. Mais Penida, c'est plus coté pour les 2 plages connues, Klingping et Diamond. Ouais. Et donc, tu as préféré… Est-ce que tu as préféré plutôt Penida, Lembongan, ou c'est des expériences différentes? J'ai un souvenir de Penida incroyable. Moi, j'étais à l'époque avec mon meilleur pote. Et c'est des plages… C'est pas les plages transparentes où tu vas faire du snorkeling, super calme. C'est des plages qui sont quand même assez mouvementées. L'eau, elle est quand même bien mouvementée. Elles sont galères d'accès. Par exemple, Kelingking Beach, tu mets 3 quarts d'heure à descendre, 1 heure à monter. C'est quand même assez galère d'accès, mais je sais pas, il y a une atmosphère. Tu as l'impression d'être un peu dans l'époque jurassique quand tu arrives là-dedans. Tu as les palmiers sur les falaises, c'est à moitié encerclé. Tu as la mer un peu agitée, qui est quand même un peu bleue, mais il y a vraiment une atmosphère qui s'en dégage et j'ai des souvenirs incroyables. Ouais, moi, j'ai fait la descente, là, elle est costaud, la descente. Hein. Tu as
trois quarts d'heure peut-être, une bonne descente là avec des passages où c'est assez casse-gueule. Alors, le truc qui est dommage, c'est que c'est une plage qui a été victime de son succès. Et c'est une plage hyper connue sur Insta et tout. Et maintenant, je sais pas si tu as vu, ils vont construire une espèce d'ascenseur. Un espèce d'ascenseur à touristes pour pouvoir descendre directement et ça risque de perdre son charme. Ouais, c'est comme beaucoup d'endroits comme ça le tourisme se développe. Alors comment ça se passe un peu la vie de freelance, nomade on va dire, qui bosse en ligne, etc. Est-ce que ça se passe bien déjà? Ouais, non, ça se passe très bien. Je suis un peu décalé parce que je m'adapte aux heures françaises, comme il y a pas mal de demandes, il y aura des modifs en live, etc. Donc j'essaie vraiment de m'adapter. Donc des fois, je travaille jusqu'à 1 ou 2 heures du matin. Ouais. Donc je me réveille un peu plus tard. Mais j'ai envie de dire, ça me dérange vraiment pas quand tu vois la vie que tu peux avoir ici. Donc non, ça reste complètement OK là-dessus. De toute façon, moi j'avais bien organisé mon départ pour déjà avoir régulièrement des missions pour partir de manière sereine. Donc désolé, on a été coupé. J'ai juste demandé de faire un petit peu moins de bruit. Je ne sais pas si ils vont tenir quelques temps. Donc on disait quoi déjà? Donc oui, tu étais sur le freelancing. Ouais, du coup le côté freelancing où moi je suis parti vraiment de manière on va dire sereine parce que voilà, j'ai trouvé pas mal de clients à côté, donc voilà, ça reste plutôt OK là-dessus. En même temps, on est un collectif de freelance, on est 3 freelances, donc il y a vraiment une super entente, on travaille bien, il y a, tu vois, quand il y en a un qui est pas là, l'autre il peut prendre le relais, donc franchement ça marche plutôt bien. Et ouais, franchement c'est tellement adapté ici, et j'ai de la chance d'avoir quand même assez de la demande. Ça reste quand même assez cool là-dessus et je fais ce que j'aime faire, donc franchement c'est top là-dessus. Cool. Est-ce que tu peux nous dire, sans forcément nous parler du client ou quoi, mais à quoi consiste par exemple tes dernières missions? Est-ce que c'est quoi dans les grandes lignes? Je m'oriente de plus en plus, on a fait un peu de code du côté landing page et on s'oriente de plus en plus sur vraiment une spécialité landing page design. Conversion, donc voilà, c'est vraiment le côté design qui va prendre le pas plus que le côté code, donc vraiment le côté web design et voilà, les clients grosso modo en général c'est des startups qui ont besoin de vraiment mettre en avant leurs produits, leurs services et qui ont besoin de vraiment de pages qui sont impactantes, qui convertissent. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc c'est ce qui est super important pour eux. Et c'est là où on intervient, on arrive quand même à faire de belles choses, donc je suis plutôt c'est vrai que j'ai vu les pages de vente, elles sont assez séduisantes, assez sexy. C'est vrai que j'ai vu ton boulot aussi. Alors on ne pourra pas partager les pages de vente ici parce que c'est personnel, mais c'est vrai que si on peut remettre aussi ton portfolio, tu nous fais un petit enregistrement qu'on puisse partager ça. C'est vrai que le design c'est quelque chose qui te plaît, et d'ailleurs c'est la raison pour laquelle récemment, ça fait un petit moment qu'on travaille dessus. On en reparlera peut-être plus dans les détails dans les prochaines vidéos, mais on a un sujet qui est ensemble, qui est un sujet en fait qui est de vous accompagner les amis dans le web design, de vous faire monter en compétences. Est-ce que tu peux nous parler de ce sujet, c'est-à-dire ce sujet de formation en fait? Carrément, on peut en parler directement, qui est une formation sur laquelle tu travailles depuis maintenant, ça fait un bon moment, parce que c'est un gros morceau. 6-7 mois. 6-7 mois. Ouais, ça fait 6-7 mois, donc c'est… déjà, c'est parti d'un constat, c'est qu'il y a beaucoup de développeurs front-end qui sont techniques, ça, il n'y a pas de problème là-dessus, mais dès qu'il s'agit de faire vraiment du design ou de quelque chose de sympa, quelque chose même de cohérent, c'est-à-dire on ne demande même pas forcément que ce soit joli, mais qu'il y ait une cohérence dans le design, qu'il y ait des règles qui soient appliquées, parce qu'il y a des règles dans le web design, pour que l'utilisateur, le but c'est que l'utilisateur il se retrouve sur ton site, il sache où cliquer et que ce soit logique pour lui. Il y a plein de développeurs front-end qui font des sites. Oui, techniquement c'est bien, mais tu te perds sur le site, tu sais pas où aller. Donc
J'ai presque envie de te dire, moi le premier, hein, c'est-à-dire que autant techniquement parfois il n'y a pas de souci, mais parfois c'est vrai que sur des concepts de web design, je sais pas, il y a tellement de concepts que moi tu vois, je vais mettre du vert avec du jaune, tu vois, parce que j'ai pas cette fibre, tu vois, ces bases de conseils. Et c'est pour ça en fait que quand j'ai vu ce que tu as fait, je me suis dit, bon, dans le programme il y a React Mastery qui est vraiment un programme technique pour, voilà, pour vraiment rentrer dans le cœur de React, voilà, pour devenir bon techniquement là-dessus. Mais voilà, on l'a vu, hein, on a fait des projets ensemble et tout. On a vu qu'il y avait les développeurs montés en compétences, les développeurs sont bons, les développeurs comprennent React, les développeurs arrivent à comprendre la stack, etc. Et au moment de pondre un truc, tu regardes le code, techniquement c'est super carré, c'est nickel. Tu démarres le projet, c'est moche. Et ça, clairement, c'est un pain point qu'on s'est dit là, il faut résoudre ce problème-là. Ouais. Et donc, tu as travaillé dans la grande partie. Donc, on s'est défini un petit peu une trame globale sur cette formation. C'est ça. Et, disons que grosso modo, l'objectif, c'est vraiment de passer du côté technique de React. Alors, c'est c'est accompagner les personnes qui viennent de React. Ça peut venir d'autres technos, mais c'est quand même, on va dire, React friendly. Mais c'est vraiment en fait de passer de la technique à donc la technique de code pur à la technique de design, parce que le design, c'est quand même quelque chose de technique. C'est aussi des métiers à part, dans le sens où dans vraiment des grosses boîtes, il y a des gens qui sont consacrés à faire des maquettes, à créer vraiment l'environnement design d'un site. Mais pour tout freelance ou une grande partie des freelances ou une grande partie de ceux qui veulent faire leur propre projet ou même sur des petites boîtes, et ben des fois tu dois jongler avec, ils n'ont pas forcément les moyens ou l'envie de payer quelqu'un pour faire des maquettes, sachant qu'eux ils se disent dans leur tête, ouais mais t'es front-end donc tu peux faire ça. Et en fait c'est une énorme valeur ajoutée parce que tu es autonome sur le design. Tu fais des designs et des sites qui seront compris par les utilisateurs et qui seront jolis. Et des fois, c'est juste des règles bêtes et méchantes à appliquer pour vraiment créer des designs un minimum corrects. Et vraiment, voilà, le but, c'est d'accompagner sur les concepts de base et après vraiment pousser la chose pour que tu sois capable de créer non pas des designs, on va dire, simples et efficace, mais que tu puisses pousser la chose et que tu puisses, on va dire, t'amuser à créer tout en restant, on va dire, bien dans les règles, en découvrant plusieurs technos, plusieurs manières d'appliquer les choses. Et voilà, c'est vraiment le but, c'est d'avoir vraiment cette stack de développeurs front-end complète à tout niveau sur la technique et l'UI design. Il y aura beaucoup moins d'UX, pas trop rentrer dans les détails parce que sinon on va partir sur un cours. Qu'est-ce que c'est l'UX? Que la formation elle est déjà costaud si on se fait rentrer dans les détails. Non, mais après l'UX c'est encore un autre métier qui est étroitement lié, mais c'est encore un autre métier à part, donc c'est encore complètement autre chose. Quelque chose de bien compliqué, donc ça on l'aborde pas. Yes, alors c'est un métier indifférent, hein, tu vois, toi. Alors, tu vois, tu as été en CDI, tu as mis en place, voilà, tu as monté en compétences, je pense que tu as déjà une fibre artistique à la base, tu as pu l'appliquer en CDI, tu as pu l'appliquer en freelance aussi, donc tu es monté en compétences, tu as vraiment maintenant cette base solide sur le design. Ça, c'est le côté pratique sur le terrain, mais créer une formation, c'est différent, c'est un peu… Tu vois, il faut avoir cette petite fibre pédagogique. Il faut être capable de retranscrire des concepts qui parfois sont pour nous simples, mais pour une personne qui ne connaît pas, ça peut être compliqué. Comment tu as abordé un peu cet exercice, on va dire, de création de formation qui est quand même quelque chose d'assez spécial? Alors, le côté formation, ce n'est pas non plus inconnu pour moi. Par rapport à des projets? Par rapport à des projets, dans mon parcours, j'ai eu l'occasion de travailler déjà sur un SaaS de mise en relation entre professeurs et élèves. Déjà là, je commençais à attaquer un petit peu ce côté apprentissage, éducation.
par la suite, on a créé aussi bien la plateforme que les formations en elles-mêmes pour un organisme de formation. Ah, du coup, tu avais créé les formations aussi, On avait créé des formations, on était quand même accompagnés par l'organisme. Eux, ils avaient déjà des documents, mais il y avait pas mal de choses qu'on devait, nous, adapter de manière digitale. Et c'est là où j'ai aussi commencé à bien comprendre un petit peu voilà, l'aspect pédagogique des choses. Et puis après, tu m'as contacté, on a discuté un petit peu de ce projet-là. Et là, comme tu as dit, ça fait 7 mois. Là, je suis à plus de 200 slides d'images explicatives. C'est vraiment un gros truc que j'ai essayé de rendre le plus ludique possible, qui n'est pas encore terminé, il y a encore un peu de taf, mais voilà, qui est voué à apprendre la manière, ce ne sera pas forcément tout le temps simple, mais de la manière la plus simple, la plus pédagogique possible, pour vraiment voilà, donner toutes les armes à l'élève sur ça. Yes, bah d'ailleurs, on doit être quoi là, 80%, 70-80%, Ouais, ça devrait arriver bientôt. Donc, on en reparlera. Je pense qu'on se refera un peu plus de content lié à ça, probablement pour un peu présenter tout ça pour les personnes qui ont envie de level up en design. C'est vrai que c'est vraiment un point qui peut bloquer. Voilà. Alors, on va arriver bientôt à la fin de cette vidéo. On en est à combien? On est à peu près à 58 minutes. On a une petite dizaine de minutes, tranquille. Ouais, tu vas aborder encore quelques… On a un petit peu de temps libre pour aborder quelques sujets qu'on n'aurait pas abordés entre-temps. Donc, je ne sais pas si tu as des choses à nous dire sur Canggu ou sur Bali ou sur la formation, sur le code, le freelancing, tous les sujets qu'on a abordés dans cette vidéo. Bonne question. Qu'est-ce qu'on pourrait aborder il y a en même temps plein de sujets. Alors moi j'avais prévu de terminer, alors je ne sais pas si dis-moi. je vais le faire, j'avais prévu de terminer sur une liste de questions, Ok. mais pas générées par moi, Ok. générées par ChatGPT que je n'ai pas vu. Et parfois ChatGPT, vous connaissez, hein, c'est parfois drôle, parfois c'est idiot, parfois c'est bizarre. Donc ce qu'on va faire, je vais les prendre. Allez, c'est parti, on va terminer. Quels sont les endroits les plus surprenants où tu as pu coder à Bali? Wow. Dans une petite cabane à Lemongan. Ah, pas mal, bonne question. Quelle est la chose la plus étrange que tu aies entendue lors d'une réunion avec un client en ligne? Compliqué ça comme question. On peut passer si tu veux. Ouais, on va passer. Là, j'ai pas comme ça. Si tu devais expliquer ton travail de freelance à un local balinais en 3 mots, quels seraient-ils? Travailler sur un ordinateur pour des… En balinais, tu dois le dire. Ouais, en balinais, voilà, compliqué. Travailler sur un ordinateur pour des Français avec de la Wi-Fi. Est-ce que les rencontres à Bali sont plus faciles? Les rencontres en général. Je ne sais pas si parler de rencontres féminines ou de rencontres, de rencontres. Oui. Oui, le contact est plus… À la nuance que les relations, aussi bien amoureuses que l'amitié, sont pas vouées à durer. C'est moins sur la durée, c'est plus de temps en temps comme ça, viens on se voit et tout. D'ailleurs, c'est vrai que c'est un des problèmes pour les gens qui arrivent célibataires à Bali. Souvent, ils repartent aussi célibataires à Bali. On ne peut pas généraliser, mais en fait, le problème, c'est vrai que c'est un lieu de rencontre, de passage. Les gens se croisent, les gens vont travailler dans d'autres pays. Parfois, parfois ça continue, parfois ça ne continue pas. Quelle est la meilleure anecdote de rencontre que tu as vécue en tant que nomade digital à Bali? Alors, c'est marrant. C'est un des premiers soirs où je suis allé un petit peu dans un espèce de beach club. Enfin, c'était un petit beach club, mais j'avais pris l'ordinateur, le casque, je travaillais. Canggu ? Ouais, à Canggu. Et puis il y avait un Américain qui est venu et qui m'a dit j'aime bien ce que tu fais un peu sur ton livre. On a discuté comme ça, mais c'était une des premières fois. Je me suis dit waouh, c'est déjà la première fois et très facile. Les gens parlent, ils sont très ouverts, très curieux. Ils sont détentes et voilà, c'était sympa. Raconte-nous une histoire drôle, embarrassante qui t'est arrivée lors d'une présentation de projet à distance. Je ne sais pas si tu en as eu, si c'est ChatGPT. Le grand classique, je pense que ça arrive à tout le monde, le truc qui ne fonctionne pas. Tu fais le rendez-vous où tu as tout qui est prêt, pour toi tout est prêt. Puis le Wi-Fi, boum. Ah ouais, mais ça marche. Puis tu te dis, Quel est le plat balinais que tu recommandes à tous les nouveaux venus? Nasi goreng. Nasi goreng, forever. Si tu pouvais avoir un super pouvoir pour améliorer tes compétences en web design, lesquels choisirais-tu? Bizarre comme question. Mais… trouver
à trouver comme ça des idées de avoir le design complet en tête. Ça veut dire vraiment est-ce que il y a de la 3D, est-ce que c'est quelles sont les couleurs, etc. Parce qu'en fait c'est la recherche de vraiment le concept du design qui est, je trouve, la plus longue, enfin qui demande le plus de réflexion. D'accord. Quel est le cliché sur les freelances à Bali qui est totalement vrai selon toi? Le cliché qu'on est, je sais pas, qu'on est sur un ordinateur et qu'on est dans notre coin, dans notre bulle, ouais, qu'on parle pas forcément, enfin je sais pas, pas forcément aux gens comme ça. Quel est le meilleur aspect de travailler en freelance à distance depuis Bali selon toi? Ouais, ChatGPT là, il est pas très. Ouais, pas très inventif, mais le meilleur aspect, c'est la qualité de vie et pour le coût de la vie. Ouais, je dirais ça. Il fait bon. T'as quand même, on a parlé des points négatifs, mais il y a quand même beaucoup de points positifs à Bali. C'est aussi pour ça que je suis là, sinon je serais pas là. Donc ouais, la qualité de vie pour le prix, pour l'endroit où tu es, parce que ça reste quand même une belle destination. Et allez, on va terminer sur la dernière, mais tu y as déjà répondu. Quel est le projet freelance le plus intéressant sur lequel tu as travaillé depuis Bali? Je pense que tu as déjà répondu. Ouais, c'est le projet de landing page. Assez intéressante, que j'ai bien aimé. Donc, Eh bien écoute, on arrive à la fin de cette interview. Je remettrai dans la description les liens des anciennes interviews pour les personnes qui ont envie de resituer un peu ce qui s'est passé entre temps. Donc suivi React Mastery, ensuite tu as été en CDI et maintenant la troisième étape un peu de ta vie de développeur, on va dire, c'est d'être à Bali avec ton étape aussi formateur aussi. Ouais. Donc très intéressant. En tout cas, est-ce que tu reviendras à Bali? Oui, avec grand plaisir. Mais c'est quelque chose que j'aimerais noter quand même. C'est que je pense que c'est pas un endroit où je me verrais vivre à l'année. C'est vrai, tu m'en as parlé. Ça dépend de chacun. Mais j'aime les grandes villes. Chacun a qui préfère largement la campagne et je le comprends. Mais moi j'aime les grandes villes. Ça c'est grande ville mais un peu trop chaotique. Tu vois, typiquement j'adore Tokyo, Bangkok, New York. Je suis jamais allé là-bas, mais tu vois, tout ce genre. Ouais, voilà, c'est ça. Vraiment le côté un peu plus, pas pour dénigrer, mais plus de civilisation moderne, entre guillemets, tu vois. Donc, ouais. Yes. Ok, bah écoute, très clair. En tout cas, moi personnellement, je me sens bien à Bali. Chacun a le droit d'aimer là où il a envie d'aimer. En tout cas, ça peut changer. Mais ça peut changer. Écoute, pour information, quand la première fois que je suis arrivé à Bali, on n'avait pas pour projet de rester à Bali. Ouais. Et finalement, 5 ans après, eh bien, on est toujours à Bali. Mais en tout cas, merci Andrea pour cette interview. J'espère que ça aura pu aider les personnes qui sont aussi motivées à peut-être franchir le pas. On se dit à bientôt dans une prochaine vidéo, peut-être avec Andrea pour un sujet en commun sur le design ou dans une autre vidéo. Voilà, merci à tous. N'oubliez pas le petit like, abonnez-vous à la chaîne, etc. Vous connaissez la musique. Ciao, ciao. Ciao. Alors, si tu as envie de devenir développeur freelance, je t'ai fait une vidéo sur le sujet, le guide 2024 pour devenir développeur freelance. C'est cette vidéo.